Merci beaucoup. Bon, alors donc je disais bonsoir à tous aussi. Merci effectivement d'être venus. Voilà, nous venons donc de Foix, à 3h15 de route d'ici. Voilà. Nous faisons partie du collectif Touche pas à mon compteur, qui est un des très nombreux collectifs français qui se sont montés au cours de la dernière année, on peut dire, depuis le début du déploiement des compteurs Linky, donc les compteurs électriques. Comme vous allez le voir, en fait, il y a beaucoup d'autres compteurs également. Il y a les compteurs à gaz et les compteurs à eau. Alors peut-être qu'ici à Bruniquel, vous n'êtes pas concerné par les compteurs à gaz, mais pas le gaz à Bruniquel? Non, d'accord, le gaz de ville en tout cas. D'accord, eh bien écoutez, ça fait toujours un de moins, mais vous allez être concerné, ou vous êtes peut-être déjà concerné par les compteurs à eau, parce qu'en fait, les compteurs à eau sont changés déjà depuis plusieurs années au fur et à mesure, de façon discrète en fait, au fur et à mesure qu'il y a un renouvellement des anciens compteurs. Et donc, finalement, c'est dans le cadre du déploiement du compteur Linky qu'on a découvert, on va dire, la problématique des autres compteurs également. Alors, sachez qu'on n'est pas du tout les premiers. On n'essuie pas les plâtres, si on peut dire, parce que les compteurs communicants ont commencé à être installés, en particulier outre-Atlantique, depuis déjà plusieurs années. Et c'est ce qui nous donne, heureusement ou malheureusement, une information précieuse sur les nombreux inconvénients de ces compteurs. C'est qu'il y a d'autres personnes qui, très longtemps avant nous, ont déjà eu un retour là-dessus. Donc, les compteurs communicants, ça représente 81 millions de compteurs en fait. Nous avons des compteurs à eau, gaz et électricité, 35 millions de compteurs électriques, 35 millions de compteurs à eau en gros, et un peu plus d'une dizaine de millions donc, de compteurs à gaz. Alors, l'idée générale, voilà, vous les voyez là, vous avez un compteur Linky qui est donc jaune citron, là, que vous voyez. Celui du milieu, c'est Gaspard pour le gaz. Celui de droite, c'est un des compteurs, en fait, pour l'eau. Parce que comme il y a différentes compagnies d'eau, vous avez différents types de compteurs. Celui-ci, par exemple, c'est le compteur Veolia. Alors, en termes de fonctionnement, les compteurs électriques Linky fonctionne en deux étapes, si vous voulez, pour la transmission de nos relevés, de nos informations. Vous avez une première partie qui est... Alors, je vais essayer de montrer là-dessus, si je peux. Oui, vaguement. Là. Ici. Ouais, bon, ça ne va pas être facile. Sur l'écran, mais je ne peux pas trop m'éloigner à cause de tout ce qu'on a comme harnachement, mais je vais essayer. Voilà. OK. Allez, c'est mieux. Donc, cette première partie ici, entre le compteur et nos logements, où le compteur est un concentrateur de rue, c'est une partie qui, en fait, est filaire. Alors, comment on va le voir ? Quand on nous dit c'est filaire, donc il n'y a pas d'onde, donc c'est pas dangereux, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, effectivement, parce que dans nos câbles vont être injectées des fréquences supplémentaires que nous n'avons pas jusque-là, et on va voir que ça porte un préjudice au niveau de la santé, et qu'effectivement, il y a aussi des impacts au niveau de notre vie privée, de ce que ça permet de relever comme information sur nous. La deuxième partie, c'est depuis les concentrateurs de rue vers les data centers, c'est-à-dire les centres de traitement de l'information qui sont effectivement de plus en plus nombreux en France. Je vous conseille de lire, par exemple, L'homme nu de Marc Deguin, L'homme nu ou la dictature invisible du numérique. C'est un livre qui se dévore, un livre de 200 pages, qui est une très bonne lecture. Il est sorti cette année, donc L'homme nu de Marc Deguin, et il est très intéressant parce qu'il vous permet de voir un peu ce qui se prépare dans le tout numérique, le tout connecté, qu'on essaye de dessiner dans cette nouvelle France industrielle. Nouvelle France industrielle, un rapport de 640 pages sorti par le gouvernement cette année et qui mise tout sur les objets connectés, l'intelligence artificielle, donc les robots qui remplacent les êtres humains pour beaucoup de professions, beaucoup de choses comme ça, le big data dont on va parler, c'est-à-dire la collecte systématique de nos données pour un profilage de la population et des publicités ciblées ensuite, etc., etc. Donc, ces data centers, par exemple, correspondent à déjà 9% de la facture d'électricité française. Donc, leur multiplication ne correspond pas du tout à des vertus d'économie qu'on cherche à nous faire passer dans le cadre de ces compteurs qui sont censés être déployés pour la transition énergétique. Vous savez que c'est la loi de transition énergétique de 2015 qui, en fait, a décidé leur déploiement. Et en fait, elle est censée donc être à vertu écologique. Vous allez voir qu'on n'en est pas du tout là. Simplement pour information, vous voyez qu'il y a plusieurs compteurs Linky qui sont connectés à un même concentrateur, c'est-à-dire que vous avez pour chaque concentrateur une grappe de compteurs Linky
qui, en fait, sont tous associés entre eux. Et ce qu'on a découvert, puisque vous avez un excellent rapport technique qui vient de sortir, donc mandaté par le collectif Stop Linky Air Toulonnaise, qui a mandaté un électronicien pour essayer de mesurer tout ça. Et ce qu'on a pu voir, c'était qu'en fait, les compteurs Linky d'une même grappe interagissent les uns avec les autres, s'envoient constamment des signaux par ces fréquences supplémentaires qu'on appelle le CPL, le courant porteur en ligne, et que donc ces fréquences qui s'envoient constamment les uns aux autres, ils les envoient également vers les logements. Et quand il y avait une période de calme relatif, d'après les mesures qu'ils avaient faites, c'était 15 secondes. Donc quand on nous dit ça sera quelques secondes par jour, transmis une fois par jour, etc., ça n'a rien à voir, d'accord ? De toute façon, la périodicité avec laquelle les informations sont envoyées vers les data centers, ça n'a pas du tout de rapport avec la fréquence de ces pulsations, si on peut dire, sur nos lignes. J'espère que vous me suivez. Donc, c'est deux choses différentes, en fait. Et on essaye de faire croire aux gens qu'ils seront exposés que de façon extrêmement ponctuelle, une fois dans la journée, puisqu'on n'enverrait les informations qu'une fois dans la journée. De toute façon, cet envoi, vous savez bien qu'il va être modifiable quand ils le veulent, d'accord ? Donc cette fréquence qui est censée aider à suivre en temps réel les choses, elle ne va pas rester très longtemps, une fois par jour. Je ne vois pas comment on peut faire un suivi en temps réel quand on a un truc transmis une fois par jour, ce n'est pas possible. Voilà. Donc sachez-le, vous avez ce système double, d'accord, avec des grappes de compteurs associés à un même concentrateur. Ces concentrateurs qui ont des mini-antennes relais qui envoient les informations via la téléphonie mobile, donc via des plus grandes antennes relais, ensuite vers les data centers. Et donc là, par micro-ondes. Donc on y reviendra, ça pose problème par rapport à ça. Aussi parce que les agences de santé, par exemple, qui font des études comme l'ANSES sur le sujet, ont complètement ignoré la pollution supplémentaire impliquée par ces nouvelles mini-antennes relais qu'on va mettre un peu partout, si vous voulez, et qui vont augmenter très fortement, on va dire, le brouillard électromagnétique auquel nous sommes exposés. Et puis, vous avez évidemment ces pollutions-là à l'intérieur de nos logements. Alors, on va expliquer un petit peu plus l'aspect justement de ce qui est envoyé dans nos câbles. Alors, actuellement, nous avons un courant 50 Hz qui est envoyé. D'ailleurs, vous regardez vos appareils électriques, il y a marqué 50 Hz dessus, ils sont faits pour ça. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se servir de cette porteuse 50 Hz pour y greffer dessus des fréquences pulsées supplémentaires qui portent de l'information. C'est le fameux courant porteur en ligne, le CPL, d'accord ? C'est ça qu'on essaye de développer avec Linky. Ce n'est pas le Linky lui-même au départ qui lance ceci, c'est le transformateur de quartier qui envoie ça dans tous les câbles du quartier. Même si vous n'avez pas Linky chez vous, s'il y a beaucoup de Linky installés dans le quartier, les fréquences CPL vont arriver jusque chez vous. Le problème, donc vous avez déjà des personnes qui commencent à être incommodées ou qui commencent à avoir des problèmes d'appareils qui claquent ou de volets roulants, de lumières qui s'allument, qui s'éteignent n'importe quand, etc. Quand il y a le Linky installé près de chez eux, mais pas encore chez eux. Et puis il y a des personnes qui commencent à déjà se sentir pas bien. Mais vous avez aussi des problèmes accrus, si on peut dire, quand le Linky est installé, parce qu'à ce moment-là, le Linky lui-même participe à cet effet ping-pong dont je vous parlais tout à l'heure et qui fait communiquer les Linky en permanence et qui donc relance encore plus le signal vers chez vous. Donc, c'est pas bien d'être dans un quartier où il y a le Linky, mais c'est encore pire quand vous l'avez vous, quoi, en gros. Par contre, effectivement, quand il est relancé par chez vous, vous avez un rayonnement autour de vos câbles qui est autour de 2 mètres, 2 mètres 50 de tous vos câbles. Alors, on va voir ça. Ce n'est pas facile d'être éloigné de plus de 2 mètres, 2 mètres 50 de tous vos câbles chez vous. Ceux qui passent dans le plafond, le plancher, les murs. Je ne sais pas si vous imaginez, ce n'est pas évident, quoi, hein. À part habiter un loft, avoir le lit en plein milieu, ce n'est pas facile. Alors en plus, les discours de Enedis à ce sujet sont que en fait, le CPL est déjà utilisé, bien sûr, depuis déjà un bon moment, par exemple pour le signal heure pleine, heure creuse, par exemple par des personnes qui souhaitaient ne pas avoir la Wi-Fi chez eux, ce qui est très bien, parce que la Wi-Fi, c'est un élément très dangereux, on pourra y revenir si vous voulez. Mais par contre, le CPL à la maison, ce n'est pas une bonne idée non plus, parce qu'effectivement, ceux qui ont l'impression que c'est une bonne affaire, en fait, ce n'est déjà pas une technologie bénigne, d'accord ? Voici quelques exemples. Okay. L'armée française, l'armée de terre française reconnaît que le CPL cause des interférences avec ces appareils. C'est interdit sur tous les sites de l'OTAN.
C'est strictement réglementé dans divers pays, parfois interdit dans les écoles, les hôpitaux par exemple. Donc ce n'est pas du tout bénin. Sachez que les radioamateurs appellent ça le cancer des ondes courtes. D'accord? Parce qu'en fait, ça pollue leurs propres émissions à eux. D'accord? Donc, le CPL est si vous voulez, une fréquence, des fréquences qui sont très déperditives, en fait. Elles rayonnent énormément. Et donc, elles perdent de la puissance. Sur à peu près 300 mètres, il faut relancer le signal. D'accord? Mais cette puissance perdue, ça veut dire qu'elle est rayonnée. Elle n'est pas perdue pour tout le monde, si vous voulez. Donc, elle est synonyme, justement, de ce que se récupèrent les personnes sur ce trajet du CPL. Donc, si l'on est à côté du transformateur qui envoie le signal, c'est pire, mais tout Linky relance le signal aussi. D'accord? C'est aussi pour ça que c'est pire quand vous avez le Linky chez vous. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut essayer d'agir collectivement, et qu'il faut essayer de décider aussi au niveau de chaque commune, d'essayer de limiter ceci. Ça ne sert à rien de dire on ne va pas le mettre sur l'école ou on ne va pas le mettre sur la maison de retraite, par exemple. Évidemment, c'est moins pire, mais ça ne limite que partiellement l'arrivée de ces fameuses ondes en question. Enfin, cette fréquence, en tout cas. Alors, si vous regardez, pardon, ça, c'est la thèse de doctorat d'Amilcar Mesco. Donc, c'est quelqu'un qui a testé le rayonnement émis par ce fameux CPL dans une pièce. Donc, les deux images sont à peu près les mêmes. Dans un cas, vous avez quelque chose qui est branché dans la prise, dans l'autre, il n'y a rien de branché. Mais ce que ça vous montre, en tout cas, c'est que, eh bien, il y a peu de zones qui ne sont pas bleu clair dans la pièce. Donc, en fait, tout est en fait exposé à ce CPL, à ces rayonnements-là. Donc, sachez que nos câbles ne sont pas du tout faits pour accueillir des fréquences supérieures à 1 kHz, donc 1000 Hz, alors que le CPL qu'on nous envoie, en première génération, c'est 63 000 Hz. D'accord? On avait du 50 Hz et on nous envoie du 63 000 Hz. Il y a quand même une petite marche, si vous voulez. Hein? Voilà. Et puis le CPL G3, alors là, la deuxième génération, elle n'a pas dû bien marcher techniquement, ils ne l'ont pas développé. Par contre, le CPL G3, troisième génération, qui sont déjà en train d'installer à certains endroits, c'est 36 fréquences qui s'étalent entre 35 000 Hz et 90 000 Hz. D'accord? Donc vous avez des tas de pulsations sur des tas de fréquences différentes, et vous pouvez imaginer que pour le corps, ce n'est pas évident de s'adapter à tout ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, en plus, bon, voilà, on nous a dit, mais oui, mais regardez, pour le signal heure pleine, heure creuse, on utilisait déjà le CPL, rien de nouveau là-dedans, mais complètement, en fait, parce que ce signal heure pleine, heure creuse, c'était du 175 Hz. Là, on nous envoie du 63 000, d'accord, et potentiellement du 90 000. Et en permanence, plutôt qu'une fois le matin, genre, et une fois le soir, vous voyez, par exemple. Donc, ça n'a rien à voir, bien sûr. Et puis, la fameuse supercherie en question du message, c'était l'idée, ça a traîné un petit peu, il y a eu différentes informations qu'avaient envoyées ERDF, Enedis maintenant. D'abord, il y avait une première information, c'est le CPL s'arrête au compteur, c'est juste entre le compteur et le concentrateur, voilà. Le problème, c'est que dans une réunion à Bordeaux, un des directeurs de Itron, qui fabrique ces compteurs, a reconnu que, bien sûr, non, le CPL ne s'arrêtait pas au compteur, c'était le 2 juin 2016. Donc depuis, Enedis ne peut plus prétendre que ça s'arrête au compteur. Par contre, il y avait ce fameux discours dont je vous parlais qui était « ça va être très ponctuel ». Eh bien, vous voyez que ça ne l'est pas, parce que quand on mesure, on voit que c'est permanent. Alors, voilà. Pour les compteurs à gaz et les compteurs à eau, ce n'est pas tout à fait le même système, mais ce n'est pas meilleur non plus d'un point de vue santé. Vous avez en fait toujours un relais micro-ondes dans la rue pour renvoyer vers les grandes antennes de téléphonie mobile et ensuite vers les data centers. Et vous avez d'abord, pour chaque compteur de gaz ou chaque compteur d'eau, une émission au compteur lui-même. Voilà, donc une émission micro-ondes. Comme on va le voir, ce n'est pas toujours terrible. Micro-ondes, c'est effectivement, donc compteur à eau, c'est pareil. Alors, vous donnez une petite idée de à quoi ressemble éventuellement une exposition à un compteur micro-ondes. Ça, c'est tiré d'un excellent documentaire que je vous recommande, qui s'appelle Take Back Your Power. Take Back Your Power, reprenez votre pouvoir. Alors, si vous avez eu effectivement un tract dans la boîte aux lettres, vous avez pu avoir peut-être des informations sur ce sujet. Nous avons un tract extrêmement détaillé en version A4
aussi. Donc on a quelques exemplaires que vous pourrez prendre en partant si vous le souhaitez. Dedans, il y a notamment le lien vers ce film en version sous-titrée en français sur YouTube. Et ça vous donne en fait une idée de ce qui s'est passé au niveau des compteurs communicants outre-Atlantique, essentiellement. Et là-bas, eh bien, les compteurs électriques sont à micro-ondes. Comme nos compteurs à gaz, comme nos compteurs à eau, comme les compteurs Linky en zone rurale, d'après ce que nous annonce M. Monloubou, le directeur d'Enedis, et comme tous les compteurs Linky, une fois qu'on leur aura installé un petit module complémentaire qui est déjà encastrable dans les Linky actuels, et ce petit module s'appelle ERL, émetteur radio Linky. Comme son nom l'indique, il va émettre des radiofréquences. Donc pour le moment, la partie Linky vers chez vous ou vers le concentrateur ne fonctionne que de façon câblée, mais demain, l'idée c'est d'y ajouter aussi une émission d'ondes à travers cette ERL. Vous allez voir à quoi il va servir cette ERL pour eux. Alors, pour vous illustrer donc ce que ça fait sur la santé, entre autres, à un compteur à micro-ondes, voici un extrait donc de ce film Take Back Your Power, où vous avez donc une expérience qui a été faite avec des personnes qui se sont placées pendant 2 minutes devant un compteur à micro-ondes. Alors, 2 minutes à 30 cm, d'accord? Je sais qu'on ne passe pas sa vie à 30 cm de son compteur, mais 2 minutes, ce n'est pas longtemps, d'accord? Alors, si vous avez effectivement, par exemple, une batterie de compteurs le long dans un immeuble, par exemple, dans une cage d'escalier, le long d'un appartement où vous avez quelqu'un qui vit de l'autre côté, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir une exposition vraiment très forte. Alors, avant exposition, vous voyez des cellules, des globules rouges tout à fait normaux qui vont faire leur travail de globules rouges pour amener l'oxygène et récupérer le CO2. Après exposition, après 2 minutes d'exposition, vous avez des gens qui réagissent différemment. Vous avez par exemple un premier type de personnes qui réagissent avec des cellules qui ont éclaté. Vous voyez qu'il y a des débris, etc. Donc déjà, forcément, c'est quelqu'un qui va se sentir beaucoup plus fatigué, qui va avoir une moins bonne oxygénation de ses cellules, de ses tissus, etc. Et forcément, au bout d'un moment, d'autres problèmes vont apparaître. La deuxième personne résiste un petit peu mieux. Si vous le voyez, il y a des cellules qui sont cabossées un peu, en fait. Elles ont été comme bombardées par des radicaux libres, d'après les analyses des médecins qui ont fait l'expérience. Donc peut-être qu'il y en a un peu plus qui fonctionnent encore. Ça, c'est quelqu'un qui va peut-être dire dans un premier temps, moi, ça ne me fait rien. D'accord ? Ceci dit, au fur et à mesure, il va peut-être avoir de plus en plus de symptômes et il va peut-être aussi être de plus en plus fatigué. La troisième personne, c'était pire. C'est quelqu'un qu'on a dû retirer de devant le compteur après 45 secondes parce qu'elle réagissait différemment. Elle, ces globules rouges s'agglomèrent. Ça s'appelle une formation en rouleau. Et donc, dans cette idée-là, vous avez en fait une personne dont les globules rouges ne font plus du tout leur travail de globules rouges, ne peuvent plus amener l'oxygène et récupérer le CO2. Et donc, les tissus ne reçoivent plus ce dont ils ont besoin. Et donc, très rapidement, elles se sentaient mal. Voilà. Donc, vous allez avoir des personnes qui vont officiellement être classées comme électrosensibles, par exemple, parce qu'elles réagissent tout de suite. Puis, vous avez des personnes qui vont dire « non, non, moi, ça ne me fait rien ». Et puis, des personnes qui sont quand même assez affectées. Mais au milieu de ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde est affecté, à plus ou moins grande échelle, et aussi, c'est une question de dose et de durée. Quand vous êtes exposé à quelque chose de façon permanente, quand c'est chronique, eh bien, ça finit, on va dire, par abattre tout le monde. C'est une question, effectivement, d'accumulation. Ça, c'est le docteur Klinghardt. C'est aussi un extrait de ce film, donc Take Back Your Power. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il exprime le fait que justement nous sommes tous électrosensibles. Nous avons tous, par exemple, des neurones qui communiquent avec des signaux électriques. Nous avons tous des cellules qui ont, par exemple, à travers nos membranes, des échanges d'ions. Donc un ion, c'est forcément une charge avec une charge positive ou une charge négative. Vous avez des échanges d'ions à travers les membranes cellulaires. Eh bien, toutes ces charges positives ou négatives sont affectées par les ondes qui nous entourent. Donc, par exemple, ce qu'il expliquait, ça, c'est qu'en fait, ils avaient pu suivre, quand une personne est exposée au micro-ondes, une évolution, donc pas subjective, pas psychologique, mais mesurable, de son état de santé, à travers notamment ce qu'il appelle des marqueurs d'inflammation, des marqueurs de stress, des marqueurs d'inflammation. Et ce que l'on voit, c'est que, en fait, tout ceci, dès qu'on est exposé, augmente.
ce qui montre un stress de l'organisme, ce qui montre une attaque de l'organisme. Donc l'organisme se sent, on va dire, affaibli, attaqué, et il réagit. Seulement le problème, c'est qu'avec une exposition constante, votre organisme finit par être saturé. Au bout d'un moment, le système immunitaire, il n'en peut plus d'être constamment en état d'alerte rouge. Il se fatigue, il s'épuise. Et il finit par ne plus être capable de maintenir sous contrôle des pathologies qui jusqu'ici étaient soit non apparentes, d'accord, ou soit étaient parfaitement bénignes. Et puis, il va aussi laisser évoluer des choses qu'il ne devrait pas laisser évoluer, comme par exemple des cellules cancéreuses. Vous, comme moi, on a tous des cellules cancéreuses. À l'instant où je vous parle, on en a tous. Par contre, notre corps les repère, les détecte et les détruit avant qu'elles ne deviennent des tumeurs, sauf s'il est débordé. Donc, si le corps est occupé, épuisé, à essayer de lutter contre un ennemi invisible, comme par exemple des ondes électromagnétiques, comme provenant de ces compteurs, eh bien, le problème, c'est qu'effectivement, après, il n'a plus la force de réagir contre d'autres choses. Je ne sais pas à qui c'est, mais il faudrait l'arrêter. D'accord. Éteignez-les, s'il vous plaît, parce qu'effectivement, ça serait mieux. Voilà. Bon, alors, en fait, comme je vous disais rapidement, on a eu des rapports extrêmement rassurants qui ont été sortis, mais qui en fait font état d'une absence totale de recherche dans la matière. D'accord ? Il n'y a eu aucune étude sanitaire de fait avant le déploiement. Il n'y a eu aucune étude sanitaire de fait au moment de la phase de test en région lyonnaise et en Touraine en 2010. On a parlé au moment des débats à l'Assemblée nationale de mesures faites par le CRIREM, le Centre de recherche indépendant et d'information sur les rayonnements électromagnétiques. Pierre Lerus, son directeur, s'est indigné devant l'utilisation qu'on a faite justement de leurs mesures. Voilà ce qu'il dit, effectivement. Lui, il disait qu'il y avait... c'est juste après, disait qu'effectivement, il n'y avait pas du tout d'utilisation honnête. Voilà. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'impact. Ce n'était pas vraiment une étude, c'était une simple mesure. Et voilà ce que dit Pierre Lerus. Il dit « c'est une présentation très malhonnête de notre expertise ». Et il dit « c'est scandaleux, cette étude avait été réalisée sur du matériel expérimental qui n'a rien à voir avec la technologie déployée aujourd'hui. Ce que l'on avait validé n'est pas applicable ». D'accord ? Donc vous avez compris, pas de préoccupation sanitaire avant déploiement, ni au moment de la phase de test. Et ensuite, utilisation, voilà, de façon non justifiée et détournée, d'une étude pour noyer le poisson pendant les débats à l'Assemblée. Ensuite, effectivement, vous avez l'idée que l'ANSES, qui vient de sortir un rapport en 2016, en décembre 2016, qui se veut rassurant, vous dit qu'il y a peu de chances qu'il y ait un problème, en gros. Il y a peu de chances qu'il y ait un problème, basé sur quoi, en fait? Sur rien. Basé sur un postulat. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'ils disent qu'actuellement, il n'existe pas de littérature scientifique traitant spécifiquement des effets sanitaires à court ou long terme de l'exposition aux compteurs communicants. Bref, ils disent que la situation actuelle est la même qu'en 2009, où en 2009, ils disaient, en gros, on ne sait rien sur les compteurs communicants et on ne sait pas non plus grand-chose sur le CPL. Voilà. Et ils n'ont pas vraiment regardé les concentrateurs. Donc, quand vous voyez tout ça, en fait, ils disent, non, non, on pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais on pense. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment, vraiment pour essayer de rassurer la population, ce qui fait que quand, après, vous avez des personnes comme Laurent Méric, dont j'ai entendu parler là tout à l'heure, qui serait venu, par exemple, pour venir à Bruniquel expliquer un certain nombre de choses sur l'effet rassurant de ce rapport de l'ANSES qui dit qu'il n'y a pas de problème, ben, c'est un court-circuit extrêmement rapide qui néglige complètement de montrer que l'ANSES dit qu'en fait, ben, ils ne savent pas grand-chose, ni sur le CPL, ni sur l'effet sur la santé des compteurs. Voilà. Donc, il faut décrypter. Quand vous voyez des éléments où on vous dit « non, non, mais regardez, l'ANSES dit qu'il n'y a pas de risque », l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, je dis au cas où, voilà. En tout cas, voilà, vous savez que derrière, eh bien, il y a surtout un cachet, on va dire, d'officiel, mais c'est tout, il n'y a pas de substance. Voilà. Alors, le Linky, c'est un compteur qui fait polémique. Pourquoi ? Ben parce qu'effectivement, c'est le premier des 3 compteurs à être déployé officiellement,
en sachant que je vous ai parlé du compteur à eau, qui, en fait, s'était déjà immiscé un petit peu subrepticement au préalable, mais en toute discrétion. Ce compteur touche à un élément refuge de la maison, c'est-à-dire que on a tous envie d'être tranquille chez soi et puis d'être dans un environnement le plus préservé possible, voilà, celui qui vous permet de vous régénérer, de vous reposer, et vous n'avez pas envie d'être dans un environnement où sanitairement c'est pas bon pour vous et où par ailleurs, eh bien, tout ce que vous allez pouvoir faire, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, quel genre d'appareil vous utilisez, à quel moment. Si tout ça est sans arrêt pisté, je pense que voilà, ça va quand même vous travailler. Ensuite, effectivement, il est imposé, apparemment, d'accord? Alors ça, c'est aussi un des éléments qui fait réagir beaucoup de gens. C'est cet aspect non démocratique des choses. Surtout qu'en plus, effectivement, il y a beaucoup de pays, vous voyez en dessous, hein, il y a beaucoup de pays, y compris en Europe, qui ont donné une option de retrait. Alors il y a l'Autriche, la Hollande, l'Angleterre, il y a également la Belgique, qui ont donné une option de retrait, c'est-à-dire la possibilité de refuser ce compteur, d'accord? Et quant à l'Allemagne, eh bien, ils ont décidé de ne déployer que pour des grands consommateurs, des gros consommateurs. Et pour eux, un gros consommateur, c'est quelqu'un qui a un abonnement de plus de 6 kW ou 6 kVA. On va y revenir tout à l'heure sur cette histoire de kilowatts, kilovoltampères. Si ça ne vous paraît pas beaucoup, mais en Allemagne, c'est beaucoup. Parce qu'en Allemagne, la moyenne, c'est 3,5. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, vous avez une moyenne assez basse à ce niveau-là. Donc, on vous dit que c'est obligatoire, mais il n'y a pas d'obligation européenne, d'accord, puisque vous savez déjà qu'il y a effectivement plusieurs pays qui donnent une option de retrait. Et on vous dit que ça doit être financièrement raisonnable et aussi à l'avantage du consommateur. On va le voir que le consommateur, il n'est pas vraiment à l'avantage, notant qu'il va devoir payer ses compteurs plusieurs fois. En tout cas, déjà, l'étude technico-financière qui a présidé à ce déploiement était faussée dès le départ. L'étude de Capgemini, je ne sais pas si vous voyez en bas, en fait, ne comptait pas le coût du renouvellement de ces compteurs. Donc, on a artificiellement baissé le prix, d'accord, l'aspect financièrement raisonnable de ce déploiement. Sachant que le compteur était estimé d'avoir une durée de vie de 15 ans, comparé à une soixantaine d'années pour nos compteurs électromécaniques. Voilà. Donc déjà un compteur avec une obsolescence beaucoup plus rapide, donc il faut payer beaucoup plus souvent. Et ne vous imaginez pas que c'est gratuit, hein, ça va être pris sur nos factures, c'est évident, c'est déjà de toute façon voté, je vais vous en parler. Donc il faudra le payer beaucoup plus souvent, et normalement, eh bien, ça c'est quelque chose que normalement, on aurait dû nous dire, d'accord, et qui aurait dû être pris en compte dans cette fameuse étude. Eh bien non, en fait, on ne nous a pas du tout compté le renouvellement de ces compteurs, alors que la durée de vie de l'étude, la durée on va dire de couverture de l'étude était jusqu'à 2038. Voilà. Alors, l'autre argument qu'on vous donne, généralement, c'est obligatoire parce que la loi de transition énergétique, qui traduit en droit français les directives européennes, eh bien, l'impose. Alors, cette loi de transition énergétique, qui a d'ailleurs été votée, par exemple, au Sénat après minuit, en juillet 2015, alors que ce n'était pas planifié pour ce jour-là, par une poignée de personnes à main levée. Vous voyez le genre démocratique, hein, d'accord, du vote. Hein, voilà. Donc cette loi de transition énergétique qui inclut le déploiement de ces compteurs électriques, de ces compteurs à gaz par exemple, des deux donc, hein, en fait elle a un vide juridique, c'est-à-dire qu'elle met des pénalités à Enedis s'il ne déploie pas, mais elle ne met aucune pénalité à l'usager s'il n'accepte pas. Il y a un vide juridique et c'est aussi pour ça qu'aucune personne qui a refusé le compteur depuis 1 an et quelques maintenant, 1 an, un quart, on va dire, ne s'est vu attaquer. D'accord ? Il n'y a aucun particulier qui s'est vu attaquer. Au contraire, Enedis commence à envoyer des lettres aux personnes qui s'opposent, qui disent quelque chose comme si vous continuez à faire obstruction, entre guillemets, il y aura une relève à pied, d'accord, avec des frais de relève à pied payants. Mais ce n'est pas encore défini, ça sera défini plus tard. En gros. Voilà, donc pour le moment, on vous laisse planer une menace financière, de rétorsion financière. Sachez que ceci n'est absolument pas voté. La Commission de régulation de l'énergie, qui est censée voter ceci, en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour le moment, rien n'est acté.
Vous avez par exemple une consultation publique qui a eu lieu à l'automne 2015, qui a laissé flotter l'idée de 19 € hors taxe par mois. D'accord? Donc là, ce prix-là, c'est de l'extorsion, on est bien d'accord, hein? En sachant qu'ils en ont reparlé en 2016, en mars, en juin. Ils n'ont jamais rien voté. Et pour cause, parce que s'ils le votent, ça va permettre aux personnes qui ont le compteur à l'extérieur et qui, pour le moment, sont victimes d'installations forcées avec voilà, une brutalité parfois qui est incroyable, des gens qui voient leur barricadage forcé, ou bien, là, la dernière en date, c'était la semaine dernière à Ploua, en Bretagne, une dame de 73 ans, sachant que le couple avait refusé, ça faisait 4 lettres qu'il faisait pour refuser, et il y avait quand même un poseur qui venait pour poser. Eh bien, elle s'est retrouvée face contre terre, la dame, avec les lunettes cassées, une minerve, des contusions, etc. Mais la réponse de la société de pose, c'est « notre poseur s'est senti menacé ». Voilà, oh, le pauvre. Donc, il a porté plainte, voilà. Et peut-être pour coups et blessures, si c'est coups et blessures qu'il a infligés à la dame, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, elle l'aurait menacé et il s'est senti attaqué. Donc, il l'a jeté face contre terre et il est parti. Ce que le maire, disons, déplore, d'accord, qu'il ne s'est même pas arrêté pour la relever. Ou, voilà, on peut avoir un mouvement de recul, on peut avoir, voilà, mais non. Voilà, donc vous avez ce genre de situation. Vous avez par exemple à Pamiers, près de Foix, quelqu'un qui a un poseur qui a carrément cassé la porte, il a défoncé la porte que quelqu'un avait fermée pour qu'il ne pose pas le compteur. Voilà, et il voulait absolument finir, quoi. Voilà, donc il a cassé la porte. Vous avez un pompier à l'île de Ré qui a dû aller, on va dire, se faire soigner le pied parce qu'il était en tongs et le poseur en chaussures de sécurité, et puis que il s'est fait blesser au pied, quoi, en gros, par le poseur. Vous avez ce genre de choses, voilà. Vous avez à Maison-Alfort des gens qui, en fait, ont vu débarquer la police. Les poseurs avaient appelé la police en accusant les gens d'être armés, et pendant que la police fouillait les poseurs, enfin les personnes, devant leurs enfants d'ailleurs, les poseurs posaient les compteurs. Évidemment, la police n'a rien trouvé, ils n'étaient pas armés, évidemment. Voilà. Vous voyez le principe, quoi. Hein. Alors, quand on est dans un déni de démocratie aussi absolu que ça, voilà, on peut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de réactions qui se font. Et bon, l'idée de est-ce que j'ai le droit de refuser, on va le voir. Si c'est lié à votre santé, si c'est lié, on va dire, au respect de votre vie privée, et si derrière la loi a un vide juridique qui fait que si vous refusez, vous n'êtes pas poursuivi, on ne voit vraiment pas pourquoi on ne s'y opposerait pas. Ça, c'est clair. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on prône. Alors, d'ailleurs, juste un petit détail, le CPL, le courant porteur en ligne, justement, n'est pas dans la loi. Il n'est pas dans la loi de transition énergétique. D'accord? Donc ce fameux CPL, qui est choisi comme solution technologique par Enedis, eh bien, n'est pas dans la loi de transition énergétique. Encore une autre raison pour la refuser. Voilà. Pardon, madame? Ça se pose à l'intérieur du compteur? Alors, les compteurs Linky, oui, ça dépend en fait. Il y a 20 millions de logements pour lesquels le compteur Linky est à l'intérieur. Et puis, il y a 15 millions de logements pour lesquels les compteurs Linky sont à l'extérieur. Donc, les personnes qui ont le compteur à l'extérieur sont un petit peu plus menacées, plus à risque actuellement, parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'ils barricadent, ils font des sommations par huissier, on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez, sur comment refuser. Mais effectivement, eh bien, il y a plus de risques que les poseurs arrivent, comme sur l'île de Ré, avec le coupe-boulon, la disqueuse, etc. Donc, si on fait un barricadage, il faut le faire bien. Il y a des choses plus ou moins solides que d'autres, on va dire. Mais effectivement, les personnes qui ont le compteur à l'intérieur, la seule chose qu'il faut qu'elles fassent, c'est en fait signifier leur refus par lettre. Donc on a des lettres types qu'on peut vous donner, et refuser ensuite de se laisser intimider par le harcèlement général d'Enedis, par téléphone, ou des poseurs d'ailleurs, par téléphone, en direct ou par lettre. D'accord ? Voilà, donc on va y revenir si vous voulez, mais sachez-le, voici un extrait, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est un extrait d'une lettre que Ségolène Royal a envoyée au directeur au président en fait, de la fédération CEPENZO dans les Landes, qui dit « L'article 27 de la loi donc, de transition énergétique prévoit, en application de la directive européenne relative à l'efficacité énergétique, des sanctions pour les gestionnaires de réseaux de distribution s'ils ne respectent pas les dispositions législatives relatives au comptage évolué. Il ne s'agit en aucun cas de sanctions pour le consommateur. » D'accord ? Donc, effectivement, sachez-le et rassurez-vous de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'en face, vous n'avez pas des arguments qui essayent au contraire de vous faire peur. Depuis le début, sur Foix par exemple, on a vu des tas de gens qui disaient « Ah oui, mais on m'a dit qu'il y aurait des pénalités ». Il y avait des pénalités dans la loi, 1 500 € de pénalités si on refusait, mais elles ont été retirées. Donc,
évidemment, s'appuyant là-dessus, alors qu'il n'y en avait plus, les gens, les poseurs, faisaient peur aux personnes. Voilà. Après, il y avait aussi laissé planer l'idée qu'on pourrait couper l'électricité, exactement. Voilà, ça c'est une autre menace possible. Eh bien, sachez que, en fait, l'électricité est un service de première nécessité en France, tout comme l'eau d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas vous la couper comme ça. Ce n'est pas une mesure de rétorsion facile à mettre en place, ça. C'est uniquement si vous ne payez pas vos factures et pendant un bon moment qu'on a le droit de vous couper l'électricité. Donc, on n'en est pas là. Okay. Si vous continuez à payer vos factures, et d'ailleurs, regardez, la lettre qu'envoie Enedis, c'est pas « on va vous couper l'électricité ». Ils ne peuvent pas l'écrire noir sur blanc, ça. Ils peuvent peut-être organiser avec les poseurs une sorte de désinformation, mais tout ça ne doit jamais être écrit. D'accord ? Effectivement, ce qui fait que quand vous êtes, par exemple, harcelé, ben, vous demandez déjà qu'on vous mette toutes les choses par écrit. Vous demandez systématiquement le nom de la personne qui vous parle et vous demandez toujours tout par écrit. Parce qu'évidemment, ils ne vont jamais vous écrire ce genre de choses. D'accord ? Alors, sachez-le, le principe de couper l'électricité, c'est absolument, absolument illégal. C'est arrivé cependant. Nous avons eu des exemples à Gap et à Valenciennes en janvier cette année, donc en plein hiver. Vous imaginez comme c'est encore plus illégal. Eh bien, vous avez des personnes des poseurs, qui ont carrément dit ben, on vous rétablira l'électricité quand vous accepterez le Linky. D'accord ? Alors là, autant vous dire qu'il ne faut évidemment pas se laisser faire, il faut faut faire venir un huissier, quoi, en gros, hein, puis constater la chose et puis porter plainte. Parce que là, ils sont évidemment sûrs de perdre, c'est clair. Donc, je pense que Enedis va commencer à calmer un peu les ardeurs de ces poseurs, parce que là, ça va leur faire une très très mauvaise presse. C'est forcément un procès perdu d'avance, ça. Donc ça, c'est déjà une chose. Pareil pour évidemment les compteurs à eau. Voilà. Donc, effectivement, ils vous disent autre chose dans la lettre qu'ils envoient aux personnes qui refusent maintenant. Ils vous disent vous ne respectez pas les conditions générales de vente. Voilà. Qui vous dit, alors ce qu'ils vous disent, ces conditions générales de vente, vous devez laisser le libre accès à votre compteur pour tout renouvellement, voilà, mise à jour, etc. Bien sûr, les relevés, mais le reste aussi. Or, ce n'est pas un renouvellement de compteur. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure l'image que je vous ai projetée juste avant le début de la réunion. Philippe Monloubou, le directeur d'Enedis, qui dit dans un article du journal du Net de l'été 2016, qui dit Enedis est un opérateur de big data qui sera bientôt à la tête de 35 millions de capteurs. Donc, ce ne sont plus des compteurs qu'on vous pose, ce sont des capteurs. Et big data, ça veut dire collecte systématique de données pour la revente de ces données. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout dans un cadre de renouvellement. On est dans un cadre de changement profond qui n'est pas du tout, disons, compatible avec vos conditions générales de vente actuelles. Vous devez donner votre accord. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées par eux non plus dans les fameuses conditions générales de vente. Voilà. En plus, on vous envoie dans votre système de câbles privés des fréquences supplémentaires qui ne sont pas dans le contrat. Votre contrat a une partie d'abord fournisseur, c'est-à-dire EDF, Engie, Lampiris, Enercop, Direct Energy, etc. Et a une deuxième partie distributeur pour Enedis. Et dedans, ils vous disent qu'ils vous fournissent un courant de 50 Hz. Ils ne vous parlent pas des 63 000 Hz et puis des 90 000 Hz du CPLG3. Donc, ils veulent vous envoyer dans vos câbles, dans une partie qui correspond à votre responsabilité, parce qu'au-dessous du disjoncteur, c'est à vous, et tout ce qui peut arriver, c'est normalement de votre responsabilité, eh bien, ça, ce n'est pas au contrat. Voilà. Donc, effectivement, voilà, c'est un changement significatif du contrat qui requiert l'accord des deux parties. Ensuite, effectivement, dans vos conditions générales de vente, jusqu'ici, vous aviez transfert d'informations, transfert de vos données clients vers le fournisseur. Et on continue à dire les données clients seront transmises. Ben, les données clients, elles ont bien changé. Ce n'est plus juste un petit index, d'accord ? C'est quelque chose de beaucoup plus détaillé que ça. C'est-à-dire, effectivement, vous avez plusieurs niveaux de précision. Mais voici déjà, en première approximation, ce qu'ils vont pouvoir savoir sur vous, directement. Ça s'appelle une courbe de charge. D'accord ? Donc, cette courbe de charge, c'est dans le temps une évolution de la puissance que vous consommez à chaque instant par vos appareils. Sachez que chaque appareil, quand il est allumé, il a pendant 20 secondes un régime transitoire qui est une signature électrique de cet appareil et qui permet de savoir instantanément quel est l'appareil qui est allumé. Donc, on sait
quand même, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là. On sait quel genre d'appareil vous utilisez et j'ai même un extrait vidéo qui peut montrer quelle chaîne vous regardez sur la base de la consommation que vous pouvez avoir par rapport à la lumière de l'écran à l'instant T. D'accord? Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, déjà, même sans le fameux boîtier ERL dont je vous parlais tout à l'heure, émetteur radio Linky, qui permettra d'en savoir, disons, encore plus sur vous à l'instant T, et qui vous irradiera encore un peu plus à la maison, parce que ça communique par micro-ondes avec vos radiateurs électriques connectés et vos appareils qui sont pucés maintenant. Les appareils modernes ont des puces dedans pour communiquer avec Linky aussi. Ils sont Linky Ready, tels qu'ils les appellent, d'accord? Eh bien, indépendamment de ça, déjà, ils peuvent, avec la courbe de charge, en savoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous. Et ceci n'est évidemment pas, disons, précisé dans votre contrat, dans les conditions générales de vente, alors que la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, est censée faire appliquer la loi informatique et liberté, qui date certes de 1979, mais qui quand même devrait être encore appliquée de nos jours, et qui en fait est piétinée allègrement, parce que, vous voyez, on ne demande pas du tout à l'usager son consentement express et éclairé. D'accord ? Il n'est pas libre et éclairé, son consentement. Il n'est même pas requis. Quand vous voyez les gens qui barricadent et qui se font poser le compteur, quand vous voyez les gens qui se font agresser ou jeter par terre alors qu'ils refusaient le compteur, vous imaginez s'il est libre et éclairé, le consentement. D'accord ? Voilà. Et puis, il doit être express. C'est-à-dire qu'il y a une case à cocher par Internet ou sur papier. Et cette case-là, on ne vous demande pas de la cocher. Pas du tout. Au niveau des fameux contrats, ça reste comme ça. Et on considère que qui ne dit mot consent. Voilà. Alors, comme je vous disais, ça va être plus précis après, parce que vous avez ce fameux boîtier, voilà, ici, OK, le boîtier ERL, qui va être installé sur nos compteurs Linky, et qui est censé, donc, vous voyez, communiquer par micro-ondes dans notre logement avec un certain nombre d'appareils, donc par micro-ondes aussi, donc une communication grâce à des puces RFID, Radio Frequency Identification, qui sont installées dans nos radiateurs communicants, on va dire, intelligents, dans nos appareils électriques éventuellement. Et puis, ceci va être justifié par quoi? Par, en fait, un afficheur des portées qui va vous permettre de savoir sur votre comptoir de cuisine, par exemple, combien votre toast est en train de vous coûter. D'accord ? Tout ça dans l'idée que ça va, par exemple, ou votre thé que vous êtes en train de faire à la bouilloire, tout ça dans l'idée que ça va vous aider à faire des économies d'énergie, à être des consommateurs. D'accord ? Donc je ne sais pas si vous voyez que votre toast, il vous coûte là à l'instant T 1 centime ou 2 centimes, ça va vous inciter à vous faire moins de toast pour, voilà, pour économiser de l'énergie. Allez savoir. En tout cas, on essaye de faire passer cette idée-là aux gens, que de savoir précisément quelle est leur consommation à l'instant T, ça va les aider à gérer. Alors, oui, monsieur. Ça leur sert à quoi, au final, tous ces renseignements ? Ah, ben, ça leur sert à avoir des revenus complémentaires. Hein. On va y revenir, mais effectivement, sachez que le marché du big data, c'est un marché en croissance exponentielle, d'accord ? Donc déjà, c'est vraiment énorme. Vous avez l'idée de profiler un client pour pouvoir lui faire des offres adaptées à son profil, à des offres qu'il ne pourra quasiment pas refuser parce qu'elles seront tellement adaptées à ce qu'il lui faut quelque part, ou ce qu'on pense qu'il lui faut, que quelque part il se laissera convaincre beaucoup plus facilement. Alors, le marché du big data, le marché des objets connectés, on va y revenir, c'est vraiment quelque chose qui va être une source de revenus complémentaire pour les distributeurs d'énergie, d'eau en fait aussi, hein, donc d'électricité, de gaz et d'eau. On va le voir, on va voir comment. Donc là déjà, par exemple, il y a déjà des entreprises, des startups de big data qui proposent aux fournisseurs d'énergie des systèmes pour mieux analyser toutes les remontées des informations des compteurs communicants de leurs clients et leur fournir on va dire des campagnes de publicité clés en main qu'ils vont pouvoir faire pour adapter à chacun, on va dire, des propositions. Donc l'idée, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, 1984, hein, voilà, c'est Big Brother is watching you, hein, en permanence. Tout ça avec une vocation commerciale, mais on peut même imaginer, on ne sait pas du tout
que va devenir notre pays, etc., et ses dirigeants non plus. Quand vous avez cette information-là, c'est digne des fichiers de la Stasi, si vous voulez, hein, mais de façon même encore beaucoup plus efficace. Ce n'est pas du papier, là. En un quart de seconde, tout le monde qui est un petit peu initié peut savoir tout sur la personne. Toutes ses habitudes, tous ses goûts, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle n'aime pas, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle ne fait pas. C'est énorme, d'accord? Donc, y compris, dès que vous êtes éventuellement un opposant, dès que vous êtes quoi que ce soit, ben, évidemment, peut-être c'est difficile de résister, en fonction du gouvernement qu'on a, à la tentation d'utiliser ces informations. Voilà. En tout cas, moi, ça ne me met pas très à l'aise de savoir qu'il y a quelque part des banques de données qui récupèrent toutes les informations sur tout le monde. On le sait qu'effectivement, au niveau informatique, ça devient de plus en plus comme ça, avec Internet, avec les téléphones portables. Là, c'est pousser ça encore un cran plus loin. C'est aussi chez nous, dans nos moindres faits et gestes. Et c'est aussi dans les villes, parce qu'on va revenir, les villes intelligentes, comme ils cherchent à les développer, ce sont des villes truffées de capteurs, partout, partout, partout. Dans la chaussée, quand on marche, dans les réverbères, dans les poubelles, dans les places de parking, des vidéos, des caméras de vidéosurveillance partout. C'est ça la ville intelligente qu'ils cherchent à développer. C'est la ville où vous ne pouvez plus rien dire et rien faire, et la maison pareil, qui ne soit enregistrée. Peut-être avez-vous entendu cet article de Mediapart qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est un scandale dont on a parlé, hein. Ce n'est pas que Mediapart qui en a parlé. C'est Wikileaks qui a révélé que la CIA utilisait par exemple les micros des télés connectées, les télés smart, vous savez. Parce que le micro, comme elle est commandable à la voix, tout ce qui est commandable à la voix, c'est un micro en fait. Et donc ils utilisaient ça parce qu'ils pouvaient du coup entendre tout ce qui se disait dans la pièce. Or, je ne sais pas si vous avez suivi, peut-être qu'à Bruniquel, vous êtes un petit peu plus préservé, mais sachez que maintenant, il devient difficile de trouver une télé qui a une bonne image et qui ne soit pas smart. Voilà. Et donc, peut-être dans 5-10 ans, toute télé sera smart. D'accord ? Ça veut dire avec un module Wi-Fi qui irradie les gens dans la pièce en permanence, et ça veut dire aussi avec un micro qui permet d'écouter exactement tout ce qui se passe dans la pièce. Et si vous pensez que c'est un cas isolé, on n'en est pas là du tout. Vous commencez à avoir des poupées, les poupées Hello Barbie, qui est pareil, avec un serveur vocal Mattel qui enregistre et qui répond à l'enfant. Mais donc, tout ce que l'enfant dit et tout ce qui se dit dans la pièce est enregistré également. Vous imaginez la portée de tout ça. Voilà. Donc, vous avez des tas d'objets qui ne sont pas vraiment utiles. La brosse à dents connectée, etc., etc. Donc, ne ferait peut-être pas ce genre de choses. C'est marrant, remarquez. À la pub, vous voyez quelqu'un qui est là avec sa tablette sur son lavabo et qui a les yeux rivés sur sa courbe, son graphique en se brossant les dents pour voir s'il se brosse bien les dents. D'accord ? Et il y a des prix qui sont décernés dans la famille pour savoir qui est le meilleur brosseur. Et on envoie ça au dentiste, d'accord ? On envoie ça chez le dentiste pour que le dentiste puisse suivre la qualité de votre brossage. Il n'a que ça à faire, le dentiste. Hein, voilà. Donc, vous imaginez jusqu'où ça va se nicher. On justifie tout ça avec de l'aide voilà, pour vous. Voilà. Mais en fait, ça fait une irradiation partout, de tous les objets du quotidien, qui vous envoie des ondes et qui vous pistent. D'accord ? Le miroir connecté avec une base tournante qui vous analyse aussi de l'intérieur pour voir votre masse graisseuse, pour voir si votre régime fonctionne. Et tout ça, c'est envoyé sur le net et tout ça, ça peut être accessible par qui s'y connaît un tout petit peu. Et donc, vous êtes, voilà, là, on est dans l'intime, hein, vous êtes profondément scanné, quoi, hein, d'un bout à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est impressionnant. Et tout ça pour des petites choses. Le biberon connecté qui vous permet de savoir quel est l'angle, le bon angle approprié pour donner le lait à bébé. Ou la tétine connectée qui vous donne la température de bébé en permanence sur votre smartphone, d'accord ? Qui irradie bébé en Bluetooth tout le reste du temps, mais qui vous donne la température de bébé en permanence. Comme ça, vous êtes rassuré, d'accord ? Vous voyez ? Non, mais je veux dire, bon, ce genre de gadgets, vous ne les achèterez pas, a priori, tant qu'on peut trouver un biberon normal, voilà. Mais le problème, c'est quand il y a la voiture connectée, qu'on ne peut pas éviter, parce qu'il n'y a plus que les voitures connectées qui fonctionnent, qui sont nouvelles, qui sont autorisées à rouler. Les autres, on trouve qu'elles font trop de particules, par exemple. Vous voyez ? Donc, attention, quoi. Ceci est la partie émergée de l'iceberg d'une société qui est en pleine mutation et où, en fait, on remplace l'homme par la machine. Et où, sous prétexte de lui faciliter la vie, on met les machines aux commandes et les gens, finalement, se retrouvent prisonniers d'un système où tous leurs moindres faits et gestes sont pistés et revendus. Donc, c'est assez voilà, impressionnant.
Et effectivement, quand on vous dit, par exemple, au 1er décembre 2015, M. Bernard Lassus de Enedis vous dit « Regardez, c'est super, on va pouvoir voir en temps réel combien consomme votre four, combien consomme votre lave-vaisselle et tout ça ». Ça, c'était à l'époque où il pensait qu'on serait épaté par cette nouvelle technologie. Et puis, 4 mois plus tard, 1er avril 2016, sans rire, vous avez Bernard Lassus qui passe chez Bourdin et qui dit, là maintenant il y avait une levée de bouclier, il était temps de rassurer le bon peuple. Et là, l'idée c'était qu'effectivement, bon, mais non, on ne sait pas, le Linky c'est qu'un compteur, il ne sait pas si c'est une machine, si l'électron vient de la machine à laver ou du fer à repasser. Vous voyez, on fait vite marche arrière, quoi. Hein, voilà. On ne voit plus trop Bernard Lassus d'ailleurs hein, sur les écrans. Je crois que ça l'a un petit peu grillé, on va dire. Voilà. Alors effectivement, l'idée, la question que me posait monsieur tout à l'heure, donc c'est à quoi ça sert? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils veulent faire ça en fait hein? Alors, le tract développé, celui qui fait un A4, vous permettra de voir qu'il y a également une notion de spéculation là-dessus. Parce que ça va permettre également de spéculer sur le marché de gros de l'électricité en Europe, d'accord, qui s'appelle Apex Spot. Parce que si vous savez en temps réel ce qui se consomme et ce qui se produit, vous pouvez faire ce qu'ils appellent des contrats quart d'heure. Vous pouvez spéculer sur le quart d'heure de fourniture d'électricité. Vous voyez ce genre de choses. Hein. C'est drôlement dans notre intérêt tout ça. Voilà. Et puis, vous avez effectivement la fourniture on va dire, de nouveaux services. Donc, cette image, vous l'avez vue tout à l'heure, c'est pas ce qu'on envoie dans la prose au grand public, d'accord? Il faut aller chercher pour trouver ce genre de choses, mais il ne s'en cache pas quand même. C'est-à-dire que vous avez nos journaux, des structures, où effectivement Enedis fait sa pub pour expliquer que, justement, ils sont un opérateur de big data et qu'ils vont bientôt pouvoir nous vendre beaucoup d'informations sur nous. Ce n'est pas tout à fait nouveau quand même. Ceci est un extrait d'une brochure, donc ERDF, c'est-à-dire Enedis, ERDF ADEME, qui date donc de juillet 2015 et qui, sous prétexte, donc, regardez le titre, hein, le compteur Linky, un outil au service de la transition énergétique. D'accord? Alors, décryptage, en page 6, vous voyez qu'en fait, le programme Linky donc, a pour ambition de créer un standard mondial de l'industrie du comptage évolué, parce qu'ils veulent exporter la technologie Linky. Et pour y parvenir, ERDF a bâti un système évolutif utilisant des technologies de pointe capables de gérer de très importants flux de données. Et le principe, c'est qu'effectivement, ils ne sont encore qu'aux prémices de l'exploitation donc, de toutes les potentialités de ce compteur, big data, usage domotique, objets connectés, l'installation des compteurs communicants bénéficiera à l'ensemble de la filière électrique. Donc, dans un document en partenariat avec l'ADEME, qui est censé prôner justement l'utilisation verte de ce changement de compteur, mise au rebut de plus de 80 millions de compteurs. Hein. Les compteurs communicants qui prennent la place, c'est quand même pas très vert, cette idée-là. Hein. Voilà. Et puis, comme je vous disais, pas du tout de baisse de notre facture d'électricité nationale, puisqu'au contraire, on développe des data centers à Tire-Larigot et que aussi, évidemment, on veut essayer de développer la voiture électrique et tout le reste. Sachez quand même que Enedis est une filiale à 100% de EDF. EDF est quasiment en faillite. Il y a un article du 8 février dernier de Atlantico qui est très intéressant et qui évoque en gros le fait que EDF maintenant n'a plus le choix qu'entre la privatisation ou la faillite. L'État n'ayant pas les sous, n'ayant pas les milliards, ils estiment qu'il faut 4 milliards. C'est dommage, c'est à peu près le coût du programme Linky, hein, d'accord. Eh bien, il faudrait 4 milliards pour renflouer les caisses d'Enedis, de EDF, pardon, maison mère d'Enedis, d'autant qu'ils sont plombés par Areva, d'accord. Vous avez peut-être entendu parler de tout ça, le programme nucléaire français, l'EPR de Flamanville, qui a toujours des tas de retard accumulés, des problèmes techniques, la cuve qui n'est pas aux normes, mais ce n'est pas grave, on s'abstient de... Enfin, en gros, on n'a pas besoin de l'accord, on va dire, des autorités de sûreté nucléaire, on continue même si la cuve n'est pas aux normes, parce que sinon c'est la mort du projet et c'est affreux, quels que soient les risques. Voilà. Le double projet de construction d'autres centrales nucléaires en Angleterre à Hinkley Point, qui fait claquer la porte au directeur financier l'an dernier parce que ça va vraiment plonger l'entreprise dans la faillite.
mais c'est pas grave, on continue quand même. D'accord? Donc on est dans une situation absolument dramatique de EDF. Personne n'en parle au niveau des candidats, au niveau des élections présidentielles. Le gouvernement sortant, vous imaginez bien, il ne veut pas en parler, il refilera le bébé au suivant. Hein, voilà. Et dans l'intervalle, on nous fait croire que l'idée, c'est de baisser notre consommation d'électricité, alors que ce n'est absolument pas dans leur intérêt, bien sûr. Au contraire, ils ont drôlement besoin de renflouer les caisses. D'accord? Donc, effectivement, développement de programmes alternatifs qui vont permettre d'avoir d'autres sources de revenus. Et c'est assez transparent quand on cherche un petit peu, parce que si vous regardez ici, vous avez par exemple le nouveau site internet créé par Enedis, ça s'appelle SmartLink, c'est-à-dire lien intelligent, link comme Linky aussi, d'accord? Eh bien, SmartLink, c'est un site internet entièrement dédié aux objets connectés, aux circuits, on va dire, au réseau électrique intelligent connecté, à la ville intelligente, soi-disant, etc. C'est-à-dire que ça fait l'apologie de quelque chose qui, normalement, n'a rien à voir avec la fourniture ou la distribution d'électricité. Ça vous révèle un petit peu ce qui est en train de se passer. Et on essaye de faire passer ça pour la nouvelle norme. Peut-être que ce n'est pas le cas ici, mais en Ariège, par exemple, dans un truc extrêmement grand public, le programme de toutes nos sorties, mois par mois, page 3 en décembre, ben, il y avait la pub pour la montre connectée. Le nouveau cadeau à offrir, la montre connectée, qui va compter, par exemple, vos pas dans la journée. Ben, sachez qu'il y a déjà, par exemple, une compagnie d'assurance qui s'appelle Oscar aux États-Unis qui demande à ses adhérents de porter une montre connectée et vous avez un bonus-malus en fonction du nombre de pas que vous faites dans la journée. D'accord? Voilà. Alors, on vous propose ça, mais c'est le flicage. C'est simple. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Voilà. Alors, je sais qu'ils ont un partenariat avec Amazon. Si vous allez plusieurs fois à la salle de sport avec qui ils sont partenaires, et on le sait parce que, bien sûr, vous êtes géolocalisé aussi, donc on sait exactement à tout moment où vous êtes, eh bien, vous avez des offres chez Amazon, partenariat aussi, pour acheter des choses chez eux. Donc, c'est une toile, en fait. Hein, voilà. Ça vous donne une petite idée de ce qui se prépare. Voilà, je vous parlais de la brosse à dents connectée, voilà. Je pense que vous n'avez qu'une hâte, c'est de l'essayer. Effectivement, voilà. Et puis l'autre élément, donc voilà, je vous parlais des objets connectés, c'est ça l'idée. Sachez, vous vous souvenez du schéma du début, vous aviez le compteur Linky, vous aviez les concentrateurs, vous aviez les data centers derrière. Bon, les concentrateurs, il va y en avoir tous les 200-300 mètres, d'accord? Des fois plus, même en zone urbaine, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, la tentation est grande d'installer un réseau comme ça, mais de l'utiliser pour plusieurs choses, d'accord? Nos relevés, c'est une chose, mais l'idée, si on pouvait utiliser cette structure que l'on développe théoriquement pour nos relevés, si on pouvait l'utiliser quelque part, l'amortir pour autre chose, ça serait pas mal. Eh bien, c'est ce qui va se passer, figurez-vous. C'est aussi ce qui va se passer pour les compteurs de gaz et les compteurs d'eau. Parce que les sociétés d'eau et les sociétés de gaz vont installer des relais de rue aussi. Alors on pourrait se dire, ils auraient pu mutualiser à la rigueur, ils auraient pu installer un seul type de relais et ça aurait envoyé les relevés d'eau, les relevés d'électricité, les relevés de gaz. Eh bien non, parce que chaque compagnie veut pouvoir louer son réseau à des vendeurs et distributeurs d'objets connectés dont les messages ne sont pas connectés pour rien, il faut les envoyer. D'accord? Donc l'idée générale, avec le développement aussi de la voiture connectée, etc., c'est de fournir des capteurs et émetteurs un peu partout dans les rues, le long des routes, et qui vont pouvoir aussi transmettre ces informations. Deuxième source de revenus. Et il n'y a pas qu'Enedis. Hein. Regardez par exemple un accord entre Veolia et Orange, et Veolia et IBM en 2014. L'idée étant qu'ils veulent fournir, on va dire, regardez cet article, l'usine digitale. Hein, Veolia veut devenir le socle sur lequel les villes construisent leurs solutions smart. Et regardez la fin de l'article, ils veulent utiliser leur flux de données pour participer à l'Internet des objets. Donc ça, c'est pour les compteurs à eau, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, vous avez compris, l'objectif, il est tout sauf nous faire des économies. Voilà. Alors ça, je passe parce que vous n'êtes pas, l'argument juridique il ne vous concerne pas ici, c'est en Ariège. Mais en tout cas, pour toutes ces raisons, ça fait qu'effectivement, quand on nous dit « est-ce que j'ai le droit de refuser ?» Eh bien, oui. D'abord, si vous voulez vous protéger pour différentes raisons, en particulier pour l'aspect santé, l'aspect vie privée, je pense que c'est plus qu'un droit. Et effectivement, oui, parce qu'au niveau européen, on vous dit c'est obligatoire. Non, puisqu'il y a des pays qui ont des options de retrait. Donc l'Europe donne une directive, mais derrière, les pays disposent.
2, au niveau de la loi de transition énergétique, vous avez un vide juridique qui fait qu'aucun usager qui a refusé n'a été poursuivi, il n'y a pas de pénalité. D'accord ? Troisièmement, on vous dit, vous ne respectez pas les conditions générales de vente dans votre contrat, mais en fait, eux ne les respectent pas non plus, du tout. Ils injectent dans vos câbles des fréquences qui ne sont pas au contrat, et ils ne respectent pas les préconisations de la CNIL, ils ne vous demandent pas votre consentement libre et éclairé et express, d'accord, pas qui ne dit mot consent. Donc ils ne sont pas non plus réglo par rapport à ça. Et vous voyez bien que dans les lettres qu'ils envoient, c'est pas « on va vous poursuivre en justice », c'est « puisque c'est ça, vous aurez une relève à pied, mais elle n'est pas votée, elle sera sans doute payante, mais on verra plus tard », en gros. D'accord ? Voilà. Et que vous soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez refuser parce que le locataire a son contrat à son nom. D'accord ? C'est le locataire qui a un contrat de fourniture d'énergie. D'accord ? Donc, ce n'est pas une question de propriétaire ou locataire. Voilà. Donc, pour résumer, c'est un compteur qui remplace à grands frais. Des compteurs, grands frais parce qu'on nous dit 5 milliards, mais vous voyez que ça va être plus régulier que ça. Des compteurs qui marchent, qui ont une durée de vie élevée, qui sont non nocifs pour la santé et non intrusifs. Et au lieu de ça, on a toute une collection de problèmes, vous voyez, augmentation de factures, intrusion dans la vie privée, problèmes de santé, on a évoqué un petit peu, pannes et incendies, démocratie, carrément, vous voyez qu'on n'est pas très respecté. Alors, pannes et incendies, parce qu'effectivement, vos appareils électriques, par exemple, du 50 Hz, ce n'est pas du 63 000 Hz, par exemple, d'accord ? Et que, par exemple, je vous donne un exemple, à Pamiers, juste après l'installation d'un Linky, on a une personne dont le frigo a pris feu. À Pau, c'est une machine à laver, par exemple. Ceci dit, comment vous allez pouvoir prouver que ce n'est pas votre appareil qui avait un défaut, que c'est le CPL qui a causé ça ? C'est quasiment improuvable, d'accord ? Il joue sur du velours, là, hein ? Voilà. Et pour les incendies, c'est pareil, parce que vous injectez, alors outre qu'il y a le problème de pause du compteur, hein, donc lui-même, il peut y avoir des pauses plus ou moins bien faites. Hein. Je parlais tout à l'heure, juste avant la réunion, de personnes de la CGT d'Enedis sur Nancy, qui, il y a à peu près un mois, ont désactivé la transmission des relevés d'informations du Linky vers les data centers pour protester contre le manque de formation des poseurs sous-traitants qui posaient un risque incendie. Donc c'était les employés CGT d'Enedis qui protestaient contre le risque incendie causé par le manque de formation des poseurs. C'est fort quand même, hein, voilà. Et puis vous imaginez bien, la majorité de nos installations sont assez obsolètes, hein, c'est peut-être le cas pour vous, et donc vous allez avoir du mal à prouver que ce n'est pas votre installation qui avait un problème, par exemple. Oui, monsieur. Alors, si vous avez le compteur à l'intérieur, elle va l'être parce qu'il se heurte au problème de la propriété privée. Si vous avez le compteur à l'extérieur, sincèrement, il vaut mieux barricader. Donc, on va vous donner, là, en fin d'exposer, une sorte de modèle, par exemple, de barricadage. Parce que, bon, vous avez des barricadages, genre le petit cadenas à l'extérieur, il casse le boîtier. La chaîne, sauf si c'est une chaîne extrêmement solide, elle risque d'être aussi meulée, par exemple. Tout ce qui se visse peut se dévisser très facilement. D'accord ? Et puis, après, ce qui se boulonne, évidemment, peut se dévisser, sauf si les boulons sont soudés. Donc, nous, on a un élément assez simple avec un fer plat et deux boulons de chaque côté. Évidemment, ça dépend de la structuration, où il est, votre compteur, etc. Mais ça, vous pouvez aller voir donc, la personne qui m'accompagne, qui vient pourra vous donner quelques conseils, vous êtes bricoleur, pour installer certaines choses. Il n'y a pas besoin d'être grand clair. Et peut-être le collectif d'ici peut vous aider aussi, quoi. Alors, oui, monsieur ? Alors, vous mettez un panneau dessus qui dit... Alors non, il n'appartient plus. Jusqu'à 2005, oui, mais plus maintenant. Oui, c'est ça, le boîtier est à vous, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ah, mais de toute façon, il y a plusieurs choses. Vous mettez une plaque qui dit que pour tout relever, sur rendez-vous, parfaitement, vous êtes disponible et on vous contacte à tel numéro, par exemple, d'accord ? Donc, contactez-moi, prenez rendez-vous par téléphone pour tout relever. Vous ne faites pas obstruction au relevé, parce que ça, justement, c'est dans les conditions générales de vente, et ça, c'est très explicite, donc il faut pouvoir le montrer. Par contre, effectivement, c'est que les relevés, et c'est que en votre présence. Donc, ça n'est absolument pas illégal, parce que vous êtes exactement dans la même situation que les gens qui ont le compteur chez eux.
Bien sûr, mais même de toute façon, il n'est pas écrit, enfin, il n'est écrit nulle part le fait que les gens, les Français, qui ont le compteur accessible jusqu'ici de l'extérieur, doivent absolument maintenir un accès 24 heures sur 24. Sinon, tous les gens qui ont le compteur dans leur logement seraient hors la loi, d'accord? Et quand on vous dit, oui, mais attendez, en cas d'incendie, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais c'est pareil, les gens qui ont le compteur chez eux, ils ne sont pas dans l'illégalité parce qu'ils sont le compteur chez eux et que leur porte, elle n'est pas ouverte aux 4 vents tout le temps, au cas où il y aurait un incendie. Donc ça, c'est des trucs qui ne tiennent pas, si vous voulez. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que souvent, le compteur, il est dans le mur de votre propriété. Donc, il est sur votre emprise foncière. L'accès est sur l'extérieur, sur la rue, par exemple. Mais le compteur lui-même, il est situé chez vous. Voilà, sur votre emprise foncière. Voilà. Oui. Il peut être dans des boîtiers à l'extérieur. Dans ce cas-là, effectivement, c'est plus controversé. Mais c'est très rare, quand même. Oui. Oui, tout à fait. On peut aussi effectivement avoir ou installer effectivement une fenêtre plexiglas, quelque chose comme ça. Qui existerait déjà, oui. Mais ça, c'est peut-être pas dans le cas pour tout le monde. Alors, monsieur et madame, oui. Alors oui, mais c'est plus difficile parce que de façon générale, ils vous répondent non, 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 c'est obligatoire, etc., etc. Ils ont un levier d'action beaucoup plus important, évidemment, dans ces cas-là. D'accord ? Alors, il y a eu des cas de retrait de compteurs. Par exemple, vous avez eu des retraits du côté de Chartres de Bretagne ou du côté de Bordeaux, des personnes électrosensibles ou sensibles tout simplement, qui ont dû carrément quitter leur logement parce qu'ils avaient des problèmes. D'accord ? Donc là, quand vous avez une mère de famille comme à Chartres de Bretagne avec 2 enfants et qui ne peut même plus rester chez elle parce que le compteur la rend malade, ben c'est problématique. Et puis, pareil à Bordeaux, une personne qui a dû aussi changer de logement et qui a finalement réussi à obtenir la remise en place d'un ancien compteur. Mais évidemment, ça se fait très discrètement. Ils essayent d'éviter d'ébruiter ça parce que vous imaginez ce que ça donnerait derrière. Par contre, par exemple, vous avez à Grenoble actuellement un élément intéressant, c'est-à-dire en novembre 2016, vous avez un jugement du tribunal d'instance de Grenoble qui a obligé l'OPAC, donc pour un logement social, à démonter le compteur à eau qui avait été installé au logement d'une personne électrosensible qui, en plus, avait, on va dire, se réfugiait dans la chaufferie quand on a installé ça chez elle. Et ensuite, ils en ont installé aussi un compteur à eau dans la chaufferie, donc elle était obligée d'aller dormir dans sa voiture. Donc voilà, il y a eu une action avec un avocat local, Maître Joseph, etc. Et ils ont réussi à obtenir un jugement en faveur de cette personne et qui disait également qu'il était interdit d'installer également un compteur à gaz ou un compteur Linky au domicile de cette personne. Donc ça pouvait faire jurisprudence. Et c'est sorti là, donc c'était mi-novembre le jugement. La dépêche AFP, c'était le 9 décembre. Et le rapport ANSES qui disait non, non, il n'y a pas de risque et on pense qu'il n'y a pas de problème, il est sorti le 15 décembre. Alors qu'il n'y avait pas encore toutes les études qui étaient rentrées, etc. Ça laisse supposer qu'ils essayaient d'allumer des contre-feux rapides à ce sujet. Juste, j'en profite, monsieur, justement, du coup, je vais vous montrer un tout petit extrait vidéo de France 3 qui va vous montrer justement que ces personnes-là peuvent avoir des problèmes. Laurent Desplats ne supporte pas certaines ondes électromagnétiques. Le quarantenaire vit dans cet immeuble depuis 18 ans. Aucun problème, jusqu'à la pose du fameux appareil. C'est là qu'ils ont mis les compteurs, qu'ils ont installé les compteurs. Ils nous ont enlevé les anciens, ils ont remis les nouveaux compteurs Linky. Depuis, son quotidien est devenu un calvaire. Après 3 nuits d'insomnie, il s'est réfugié chez un ami, ne pouvant plus supporter les ondes émises par le compteur. Au moment où je rentre dans le bâtiment, tout doucement, petit à petit, j'ai des déficits de concentration, je me cogne un peu aux portes, j'arrive dans la cuisine, je ne sais pas ce que je suis venu faire, je veux dire, c'est des symptômes que je ne connais pas. Et au bout d'un moment, en fait, c'est des migraines vraiment puissantes. Après, c'est de l'oppression respiratoire, une oppression respiratoire vraiment, vraiment violente, et ça part carrément sur le cœur. Victimes eux aussi de vertiges et de migraines, une dizaine de résidents de l'immeuble ont apporté leur soutien à Laurent Desplats. Ils demandent le retrait de la petite boîte jaune. Donc on nous dit que c'est une personne électrosensible. En fait, vous avez vu qu'une dizaine d'autres résidents de l'immeuble ont les mêmes dommages, on peut dire, ou les mêmes symptômes. Ce n'est pas du tout un cas isolé, d'accord ? On en entend
de partout. Je ne sais pas si c'est le cas pour les personnes par ici. Mais nous, sur Foix, on en a entendu beaucoup. On a même un couple qui a dû commencer à dormir dans sa voiture parce que le jour même où on leur a installé le Linky, ils ont commencé à être malades. Ils avaient des insomnies terribles, quoi. Maintenant, ils sont devenus électrosensibles. Lui, il l'était un petit peu, elle ne l'était pas, mais maintenant, ils sont tous les deux extrêmement sensibles à tout. C'est-à-dire que ce soit les appareils électriques, les lignes électriques en général, ou tout ce qui est les ondes, voilà, le Wi-Fi, le portable, etc. Ça réduit considérablement la possibilité de vivre en société, de se déplacer, d'aller faire ses courses, d'aller dans les lieux publics. Vous avez le Wi-Fi partout maintenant, la poste, ils veulent en mettre dans les trains, 4 modules Wi-Fi par wagon, je ne sais pas si vous imaginez, avec la structure qui fait cage de Faraday, c'est-à-dire métallique, qui renvoie les ondes. Ça veut dire que les gens à l'intérieur vont être très irradiés. Les voitures, maintenant, qui commencent à être équipées du Wi-Fi à l'intérieur, etc., etc. Donc, ce genre de choses, ça fait qu'une fois que vous êtes devenu comme électrosensible, vous avez atteint votre dose, que vous avez été trop exposé, si on peut dire, eh bien, après, on ne revient pas en arrière, quoi, hein. Il faut limiter, énormément diminuer son exposition dans tout ce qui est possible de faire. Mais n'empêche qu'on a un peu épuisé son capital résistance aux ondes. Donc si ça vous intéresse en fin de réunion, je pourrais vous parler un petit peu de mesures de prévention pour limiter ces choses-là aussi, hein. Alors juste on finit. Oui. Le four micro-ondes, bah, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout, puis ça abîme, on pourrait dire, la qualité énergétique de vos aliments, voilà. Et en plus, les joints, au bout de quelques mois déjà, ils sont plus étanches, enfin, c'est vraiment à bannir si vous pouvez, hein. Oui. Et puis, c'est pas bon pour votre nourriture non plus, de toute façon, donc ça vous nourrit pas bien après, donc c'est pas, voilà. Oui, madame? Est-ce que les compteurs Linky sont tous comme celui qu'on voit sur la photo là, ou pas? Parce qu'on m'a changé le compteur il y a 2 ou 3 ans, sans rien de... Non, 2 ou 3 ans, c'était pas un compteur comme ça. C'était un compteur digital, mais cependant, il peut aussi être interrogé à distance, quand même, théoriquement. Hein, voilà. Mais il n'émettrait pas en permanence, a priori, et puis il ne fonctionne pas avec le CPL qui envoie partout, chez tout le monde. Mais si c'était à 2-3 ans, ce n'était pas un Linky. Alors, on finit juste celui-ci. Du côté des D10, ex-ERDF, on affirme que rien n'a changé par rapport à l'ancien appareil. Selon l'entreprise, le compteur Linky ne représente aucun danger pour la santé. L'Agence nationale des fréquences, qui est un organisme indépendant et qui a réalisé des mesures de champ électrique sur le compteur Linky, a montré que le rayonnement électrique du compteur Linky est exactement le même que celui des anciens compteurs, les compteurs bleus. Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'on concentre l'attention des gens sur le compteur lui-même? On ne parle pas du tout du CPL, qui est vraiment le problème, ni des concentrateurs qui émettent dans la rue des micro-ondes. On focalise sur ce qui n'est pas important. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, on vous parle de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui aurait fait des mesures rassurantes à ce propos. Je vais vous dire 2 choses par rapport à ça. 1, l'ANFR est critiquée par le CRIREM, dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord, le Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques, et qui annonce en fait que le protocole de mesure semble vraiment, le protocole de mesure de l'ANFR pour ce qui concerne le compteur Linky et les fréquences associées semble être, disons, à revoir au minimum, et d'autre part critique le fait qu'il ne regarde pas les concentrateurs non plus, d'accord, comme pour l'ANSES, il ne regarde pas ça non plus, et puis il trouve bizarre aussi certaines mesures de l'ANFR dans d'autres circonstances, parce que l'ANFR c'est une agence que vous pouvez saisir. Si par exemple il y a une antenne relais qui est installée pas très loin de chez vous et que vous craignez un petit peu d'être irradié, vous les appelez, ils vont mesurer chez vous. Et ce que trouve bizarre, disons, ce que CRIREM trouve bizarre, c'est que dans des grandes métropoles, où normalement il y a quand même un niveau d'onde conséquent, eh bien le CRIREM trouve parfois des expositions qui sont en dessous du seuil de détection des appareils. Comme s'il n'y avait plus de radio, plus de télé, plus de Wi-Fi, plus d'antenne relais, plus rien. En gros, d'accord? Alors, vous êtes en zone blanche quand vous êtes, par exemple, au centre-ville de Toulouse ou, voilà, ou peut-être de Montauban. Donc, effectivement, c'est peu crédible, d'accord? Donc, c'est vrai que le CRIREM s'interroge, pour tout dire. Et, dernière chose qui peut peut-être faire un petit peu mettre la puce à l'oreille sur la réelle indépendance de l'ANFR, c'est un scandale qui a été révélé il y a déjà quelques mois, mais en particulier souligné en décembre par le journal Le Monde ou le journal Marianne, qui, en fait, ont mis en lumière le fait que l'ANFR, en 2015, a mesuré 95 téléphones portables, d'accord,
Et il a mesuré le DAS, le débit d'absorption spécifique, c'est-à-dire une mesure pas terrible pour estimer votre exposition, mais en gros, c'est la quantité d'ondes que vous pouvez recevoir par kilo. Vous voyez le genre, c'est vraiment à la louche comme norme, hein, c'est pas du précis. Hein. Cependant, quand même en ayant fait des normes très très permissives pour les industriels, on voudrait au moins s'attendre à ce qu'elles soient respectées. Eh bien non, figurez-vous que l'ANFR, quand ils ont mesuré le DAS pour 95 téléphones portables, il y en avait 85 qui dépassaient les limites admises, d'accord, qui étaient déjà évidemment des limites très larges, faites pour justement que les industriels n'aient pas de problème. Simplement, on avait permis aux industriels de mesurer à distance de plusieurs centimètres de la tête. Alors là, quand on mesure en conditions réelles d'utilisation, ben, on est au-delà. Pensez-vous que l'ANFR aurait diffusé ces résultats ? Parce que malgré tout, quand même, quand il y a un problème avec un appareil, avec un produit, on fait un rappel, on prévient les consommateurs, on dit ramenez-le au magasin, etc. Pas du tout, ils n'ont rien dit. Et c'est l'ANSES qui, en juillet de cette année, a révélé le poteau rose dans une petite phrase de son rapport où il préconise justement de limiter l'exposition des enfants au sans-fil. Ils ont mentionné cette fameuse étude de l'ANFR. Du coup, il y a des gens qui se sont emparés du sujet et qui ont demandé à l'ANFR de publier les résultats. Eh bien, ils n'ont jamais voulu le faire. Même la commission d'accès aux documents administratifs en novembre 2016 a dit « si, il faut les publier ». Eh bien non, ils refusent toujours de publier quels sont, on va dire, ces fameux téléphones. Autant vous dire que les liens entre l'ANFR et les industriels des télécoms, disons, sont au moins une possibilité. Hein, d'accord ? Très forte, sans doute. Voilà. Donc, quand on nous dit, l'ANFR dit, il n'y a pas de problème, c'est un petit peu comme quand on vous dit, l'ANSES dit, non, a priori, le rapport est rassurant, il y aurait peu de risques. D'accord ? C'est tout aussi, on va dire, douteux. Voilà. Donc, premier petit point. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui ? Allez-y, je vous écoute. Oui. Oui. Ah. Alors, je n'ai pas trop compris le coût du relevé à l'intérieur. Ils veulent justement éviter de faire un relevé intérieur. C'est pour ça qu'ils essayent de vous poser ces compteurs, entre autres. Mais je n'ai pas bien entendu, je crois, votre question. Oui. Oui. Ben, ça ne peut pas changer. Justement, ils aimeraient bien rentrer chez vous pour poser un compteur Linky, pour éviter que vous ayez, enfin, entre guillemets, enfin, pour plusieurs choses, mais aussi pour éviter, eux, d'avoir à rentrer chez vous pour faire les relevés. Ça, c'est ce qu'ils annoncent, mais surtout pour obtenir d'autres informations, d'autres ressources de revenus, etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je voudrais quand même qu'on parle facture aussi. Je ne sais pas, est-ce que ça vous préoccupe, l'aspect argent? Un petit peu aussi. Oui, madame, avant vous parliez facture. Oui. Je voudrais savoir, ils ne vous posent pas le compteur comme ça sans prévenir quand même? Eh bien si, ça dépend. Ça dépend. En maison individuelle, si vous avez le compteur à l'intérieur, ils sont obligés de venir chez vous et de prendre rendez-vous avant. Mais en maison individuelle, avec les choses à l'extérieur, ils ne se gênent pas tellement, en fait. Hein. On peut se retrouver un matin avec tout à fait. un nouveau compteur sans ça. Ils sont censés vous prévenir 45 jours avant, mais il y a plein de gens chez qui ça ne se fait pas du tout. Hein. Donc, il ne faut pas vous dire, non, il n'y a pas de problème, je réagirai plus tard quand ce sera mon tour, etc. quoi. Non, mais je le dis parce qu'effectivement, vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Quoi. Et d'autre part, en plus, il y a des gens qui disent, ah oui, mais nous, dans notre commune, c'est en 2019 ou 2020 que c'est prévu. Il faut réagir dès maintenant, parce que notre force, c'est le nombre. Ce n'est pas quand ils auront installé tous les compteurs qu'on aura un poids pour demander à ce que le déploiement soit arrêté ou que les gens, au minimum, aient le choix. Oui. Oui. Oui, si vous ne barricadez pas, ils passeront outre. Si vous ne barricadez pas, ils passeront outre. Eh bien, justement, voyez le monsieur dont je parlais tout à l'heure, et puis on peut voir avec peut-être le collectif local s'il y a des bricoleurs qui peuvent vous aider un petit peu. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Hein. Oui, madame ? Au mois de février, j'avais mes petits-enfants en vacances et c'était un mercredi après-midi, sur le coup de 2 heures.
je vais pour mon portail était fermé Mhm. et je vais pour sortir de la voiture, je ouvre le portail et les enfants me disent mais mamie tu peux pas sortir, il y a le camion de l'électricité qui est là. Mhm. Donc je m'approche et en effet ils avaient garé leur camion devant mon portail. Donc je m'avance, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai besoin de sortir, Mhm. votre camion me gêne. Ah mais nous allons faire des travaux sur la ligne. D'accord. Alors vous avez un casque, écoutez, vous me laissez passer, je dois emmener mes petits enfants au cinéma, Mhm. vous me laissez passer. Est-ce qu'on peut se remettre après? Bah, j'ai dit oui, comme la route est forcée, Mhm. il y a beaucoup de circulation. Oui, bien sûr, oui. Moi, une fois que je- D'accord. Et je dis mais vous faites des travaux sur la ligne, qu'est-ce que vous allez faire? Puis avec un doigt qui danse comme ça, il me montre Oui. la ligne D'accord. qui passait devant la maison. Vaguement. Et à l'extérieur de mon portail, il y a un pylône électrique D'accord. qui supporte la ligne. Est-ce qu'ils ont installé un boîtier blanc-beige sur le pylône? Parce que dans ce cas-là, c'est un répéteur potentiellement Alors, ce qui fait du relanceur du signal CPL. Alors, ce qui fait que je reviens, j'ai rien remarqué, j'ai regardé en l'air, moi, Mhm. je suis un peu distraite, j'ai pas pensé D'accord. au lendemain. Mhm. Je vais ouvrir mon portail et je vois qu'ils avaient mis un boîtier Enedis. D'accord. Sur le... Voilà. M Ouais. sur le C'est ça, c'est ça. Ça peut être soit un répéteur, soit un concentrateur. un concentrateur. Dans ce cas-là, avec la mini antenne relais dedans pour renvoyer le signal. Le futur signal, si vous voulez, qui remontrera des différents Linky associés à ce concentrateur. Alors j'ai fait la ligne, j'ai fait la route et j'ai vu qu'ils avaient mis aussi à un autre endroit, en bas du chemin Ouais. d'une ferme, ils avaient mis un autre Et oui, quelques centaines de mètres. Voilà, je vous dis, le signal CPL, il s'atténue en 300 mètres. Donc il faut qu'ils mettent des relanceurs, si vous voulez, de ce signal. Voilà. Après, il peut y avoir des concentrateurs aussi dedans. Donc voilà, on ne peut pas ouvrir comme ça, mais c'est l'un ou l'autre. Ça sert à quoi, non? Ça sert à relancer le signal du CPL sur le long de la ligne. Donc, en gros, il prépare le terrain pour quand les compteurs seront installés. En gros. Il prépare le terrain pour les... D'avance, voilà, tout à fait. Monsieur avait une question, il y a d'autres personnes aussi? Merci, madame. Oui? 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 Mhm. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, mais là, le principe du compteur Linky, ce n'est pas uniquement ça. Ils disent qu'ils veulent aussi avoir ce qu'on appelle un réseau électrique intelligent, pouvoir suivre ça en détail. Un des éléments qu'ils mettent en avant par rapport à ça, c'est la possibilité de suivre en temps réel et de façon extrêmement précise nos consommations et nos productions pour tout ce qui est photovoltaïque, par exemple, ou éolien. L'idée générale étant que ça permettrait de développer les énergies renouvelables, d'où le terme de transition énergétique, etc. Mais en fait, ça lave plus vert que vert, si on peut dire. Si vous prenez l'Allemagne, il y a 25% à peu près de leur approvisionnement électrique qui provient d'énergies renouvelables. Ils n'ont jamais eu besoin des compteurs communicants pour faire ça. Donc effectivement, cette notion de relève uniquement à distance, c'est un tout petit détail de toute cette architecture, quoi. Oui? Oui, c'est ça.